Bonsoir mes amis, comme vous le savez bien, il y a à peu près 3 jours, j'avais publié une vidéo sur le traitement comptable et fiscal des charges et des produits des exercices antérieurs. Mais voilà que la vigilance de 2 amis sur Facebook notamment ont décelé une erreur sur le traitement, si vous voulez, de la charge de l'exercice antérieur. Il s'agit bien entendu de M. Toufiq et de M. Yakhlef qui se reconnaîtront. Parfait. Donc, je n'avais pas la conscience tranquille. J'ai vraiment décidé de refaire cette vidéo pour ne pas induire en quelque sorte nos amis qui nous suivent justement sur cette plateforme d'échange. D'accord? Donc nous allons, si vous voulez, refaire cette vidéo tout en corrigeant le point que nous avons indiqué, mais si vous voulez, nous allons garder en quelque sorte la vidéo qui comprend l'erreur et nous allons expliquer, bien entendu, cela en commentaire. Parfait mes amis, donc nous n'allons pas tarder à étudier ce cas de nouveau. Donc il s'agit, si vous voulez, de connaître l'impact comptable et fiscal des charges et des produits des exercices antérieurs. Il s'agit, mes amis, tout simplement d'omission, n'est-ce pas? Il s'agit d'oubli assez souvent, n'est-ce pas? Donc, comment allons-nous nous rattraper pour saisir éventuellement les charges ou les produits de ces exercices? Parfait, donc comme nous avons l'habitude de le faire mes amis, nous allons étudier un cas pratique qui nous permettra en quelque sorte de cerner cette problématique. Donc thème, les charges et les produits des exercices antérieurs. L'énoncé, nous allons reprendre le même énoncé. Donc le 2 juin 2017, après la clôture des comptes sociaux 2016, le chef comptable de la salle Remka, qui se reconnaîtra également, découvre que 2 factures de l'exercice 2016, donc l'exercice précédent, n'ont pas été enregistrées. Parfait. Donc il s'agit pour la première d'une facture d'achat du 27 novembre 2016 dont le montant hors taxe est de 320 000 dinars et la TVA à 17% de 54 400 dinars. Parfait. On vous précise que la marchandise a été consommée. D'accord? Quand on dit marchandise, donc on suppose qu'il s'agit d'une entreprise commerciale, n'est-ce pas? Donc dont le taux d'IBS retenu est de 26%. D'accord? Donc voici le premier document, mes amis. Donc il concerne une consommation de l'exercice antérieur, c'est-à-dire l'exercice précédent, en l'occurrence 2016. Par contre, pour la deuxième facture, il s'agit d'une facture de vente du 4 décembre 2016, n'est-ce pas, qui n'a pas été enregistrée, dont le montant est de 450 000 dinars hors taxe. La TVA au taux de 17%, souvenez-vous, c'était le taux en vigueur en 2016 et s'élève à 76 500 dinars. Par ailleurs, on vous dit que la marchandise également a été livrée, c'est-à-dire la marchandise objet de la vente a été livrée au client au cours de l'année, bien entendu, 2016. Mes amis, on vous donne ici 2 précisions, n'est-ce pas? On vous dit que les 2 factures n'ont pas été réglées au 2 juin 2017, c'est-à-dire à la date à laquelle nous avons découvert ces 2 factures, nous ne les avons pas encore réglées pour la facture d'achat et nous ne l'avons pas encore encaissé pour ce qui est de la facture de vente. Il est aisé de le découvrir, mes amis, parce que s'il y avait encaissement ou décaissement pour le cas de la vente et de l'achat, on l'aurait constaté, n'est-ce pas, si c'était par caisse, à travers le contrôle de la caisse, c'est-à-dire à l'occasion des travaux d'inventaire. Si c'était par banque, bien entendu, l'état de rapprochement bancaire les aurait également décelés. D'accord? Donc si nous avons donné cette précision, en quelque sorte, c'est dans un but bien précis. Donc nous n'aurions pas pu les découvrir. Ce sont des factures probablement égarées et que nous découvrons pratiquement plus de 5 mois plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Le chef comptable découvre ces 2 factures, il se présente au directeur des finances et de la comptabilité pour lui soumettre la question, n'est-ce pas? Et bien entendu, c'est lui-même, il doit soumettre cela aux organes dirigeants qui peuvent être, par exemple, ici l'Assemblée générale, dans les
société par action, ça peut être le conseil d'administration, etc. C'est-à-dire les organes habilités à prendre de telles décisions. Parfait. Et donc on vous dit que par ailleurs les montants de ces deux factures sont significatifs, c'est-à-dire le montant de la facture d'achat 1 et le montant de la facture de vente 2 sont significatifs. Qu'est-ce que cela veut dire significatif, mes amis? Ça veut dire qu'ils dépassent en quelque sorte le seuil de signification, n'est-ce pas, que nos amis commissaires aux comptes connaissent bien, n'est-ce pas? En comptabilité, on l'appelle également le principe de l'importance relative. À partir de quel seuil, de quel montant allons-nous considérer que telle somme, que tel montant, n'est-ce pas, est significatif ou non, n'est-ce pas? Bien entendu, ceci est considéré du point de vue de l'activité générale de l'entité, n'est-ce pas, mes amis? Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande tout simplement de passer les écritures comptables, n'est-ce pas, au moment de la découverte de ces deux factures, n'est-ce pas? Donc, mes amis, souvenez-vous, pourquoi et comment d'abord allons-nous comptabiliser le montant de ces deux factures? Allons-nous les considérer comme étant des charges et des produits ordinaires de l'année? Eh bien non, mes amis. Pourquoi? Tout simplement parce que l'exercice a été clôturé. Est-ce que vous êtes d'accord? Et conformément au principe de séparation des exercices et conformément également à notre principe, si vous voulez, contingent qu'on appelle le principe de rattachement des charges et des produits, nous n'allons pas en quelque sorte intégrer des charges et des produits des exercices antérieurs avec ceux de l'année, n'est-ce pas? Parce qu'on risque, si vous voulez, de mentir, on risque de tricher en quelque sorte sur la performance de l'exercice en cours. Chaque exercice ne doit recevoir que ses charges et ses produits, et seulement ses charges et ses produits. C'est un principe universel, mes amis, retenez-le, n'est-ce pas? Donc si on intègre dans les charges et les produits de l'année ceux des années antérieures, on risque de polluer en quelque sorte l'image de notre performance, l'image en quelque sorte de notre résultat, n'est-ce pas? Donc il faut en quelque sorte passer par un autre compte communément appelé le compte de report à nouveau, c'est le fameux 11, n'est-ce pas? Ceci, mes amis, uniquement dans le cas où les montants sont significatifs, sont importants, parce que lorsque les montants des charges et des produits des exercices antérieurs ne sont pas importants, on peut directement les comptabiliser dans les comptes de charges ou de produits, par nature, parce qu'ils n'auront pas une certaine influence, n'est-ce pas, sur la performance, sur les résultats de l'année en cours. Donc on peut directement les comptabiliser dans les comptes de charges et de produits concernés, n'est-ce pas? Ça peut être un 63, ça peut être un 64, ça peut être un 60, n'est-ce pas? De toute façon, c'est un compte de charge par nature ou un compte de produit également par nature. Est-ce que vous êtes d'accord? Et bien entendu, je vous donne immédiatement la référence légale, mes amis. C'est le paragraphe 138, alinéa 4 de l'arrêté, excusez-moi, de l'arrêté comptable du ministère des Finances du 26 juillet 2008, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il vous dit, si vous voulez, mes amis? Qu'est-ce qu'il vous dit, cet article? Il vous dit que l'impact sur les résultats des exercices antérieurs d'un changement de méthode ou bien d'une correction d'erreur doit être imputé aux capitaux propres à l'ouverture, c'est-à-dire aux capitaux propres avant répartition, n'est-ce pas? De toute façon, en quelque sorte, ce n'est qu'une logique, n'est-ce pas? Tout simplement pourquoi? Parce que une charge d'un exercice antérieur ou un produit d'un exercice antérieur, quelle est sa finalité, mes amis? Et là, il a sa finalité d'augmenter en quelque sorte une charge. Il a pour corollaire de diminuer en quelque sorte les capitaux propres, tandis que les produits ont tendance à augmenter les capitaux propres. Donc nous irons directement en quelque sorte à la base. Quelle est la finalité d'une charge ou d'un produit? C'est d'augmenter ou de diminuer, mes amis, les capitaux propres, n'est-ce pas, sans que cela ne provienne bien entendu des augmentations ou des retraits effectués par les participants au capital. C'est-à-dire, ce sont en quelque sorte les produits et les charges de la gestion courante
uniquement, n'est-ce pas? Parce que si vous apportez de l'argent frais dans votre entreprise ou si vous en retirez, vous ne changez rien à la performance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est qu'un apport ou un retrait temporaire qui n'a pas en quelque sorte d'incidence directe sur la gestion. Parfait, donc retenez mes amis, article 138.4 de l'arrêté comptable en quelque sorte du ministère des Finances du 26 juillet 2008. Parfait. Donc, une autre remarque aussi, souvenez-vous que le changement de méthode comptable est considéré sur le pied d'égalité avec une correction d'erreur. N'est-ce pas? Ici, il s'agit d'une correction d'erreur significative, d'accord? Donc, parce qu'il s'agit d'une omission. Nous avons oublié de factures. Comment allons-nous les comptabiliser, les enregistrer cette année? Bien entendu, on va les impacter directement au compte des capitaux propres à l'ouverture. Le même article vous dit que vous pouvez également utiliser un compte de réserve, ça n'a pas d'importance. Parfait mes amis, donc nous allons directement passer aux écritures comptables. Donc nous allons, si vous voulez, réserver ici deux cadrans pour la comptabilisation des deux factures à l'achat et à la vente. Donc mes amis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons dit que l'impact sur les résultats des exercices antérieurs, il doit être comptabilisé ou imputé dans le compte des capitaux propres à l'ouverture. Donc qu'est-ce que ça peut être mes amis? Au lieu que ce soit par exemple un compte de la classe 6, n'est-ce pas? Plus communément, c'est-à-dire plus précisément, ici, ce serait le 60. Mais avant nous avons dit le droit de comptabiliser au compte 60 un montant significatif issu de l'année passée. C'est ce que nous venons de dire. Nous n'avons plus le droit parce que le 60 n'a plus cours cette année. Il est remplacé par le 11, n'est-ce pas? Pour l'image, mes amis, vous pouvez considérer comme, le 11 comme étant l'héritier du 60, n'est-ce pas? Le 60 étant décédé, étant enterré dans le compte de résultat de l'année N-1, en l'occurrence ici 2016, il n'a plus le droit d'exister, il n'a plus le droit de citer, c'est en quelque sorte son héritier qui vient régler la succession. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un petit peu comme s'il lui passait le relais. Donc c'est le 11 qui parle au nom et place du 60. Parfait les amis. Et bien entendu, après le 11, nous avons, si vous voulez, une TVA, n'est-ce pas? Nous avons une TVA, c'est le 445.6. Souvenez-vous mes amis, l'article 30 du code des TCA vous dit que vous avez le droit de déduire une TVA déductible, si vous voulez, qui a été omise, mais seulement dans la limite du dernier jour de l'année, en quelque sorte, qui suit celle au cours de laquelle la facture a été établie. N'est-ce pas? Par exemple, nous sommes en 2017, nous sommes en août 2017. Si nous oublions de déduire une TVA figurant sur une facture quelconque, nous aurons jusqu'au 31 décembre de l'année 2018 pour pouvoir la déduire. Passé ce délai, on perd ce droit à la déduction, n'est-ce pas mes amis? C'est donc l'article 30 du code des TCA modifié récemment qui stipule, bien entendu, ce que nous venons de dire, n'est-ce pas? Et bien entendu, quand nous avons, mes amis, une facture d'achat, ce montant de la facture d'achat, nous le devons à qui? Nous le devons forcément à un fournisseur pour le montant TTC. Donc le montant de la charge, nous allons le prendre directement, mes amis, à travers les données que nous venons de communiquer si haut. Donc c'est par l'ensemble d'année, n'est-ce pas? Si c'était une charge à 60, on l'aurait bien entendu comptabilisé au débit. C'est la même chose pour le 11 parce qu'il s'agit, mes amis, d'une diminution des capitaux propres à l'ouverture. Je mets 300 amis ici. La TVA déductible, c'est une créance en dette de trésor. Je la mettrai également au début du compte 445.6. Vous pouvez rajouter librement, bien entendu, un chiffre pour déterminer le compte divisionnaire, 54 400. Et le montant TTC, bien entendu, il viendra au crédit du 401, mes amis, pour quel montant? 374 400. 374
n'est-ce pas? Donc la partie double apparaît ici, clairement, n'est-ce pas? Nous avons deux montants débités et un montant crédité. Bien entendu, l'égalité parfaite est assurée. Et c'est à ce stade, mes amis, que j'avais commis l'erreur la dernière fois en disant que cette opération va générer un impôt différé actif, ce qui est erroné. Pourquoi, mes amis? Parce que la charge de l'exercice antérieure n'est pas admise en déduction du point de vue fiscal, n'est-ce pas? Il s'agit bien entendu de la doctrine fiscale, n'est-ce pas? Vous n'allez pas retrouver ceci noir sur blanc dans le code des impôts directs, mais vous allez le retrouver pour la référence dans le guide du contribuable dans la version 2017 et mise en ligne par le site de la DGI. Donc mes amis, qu'est-ce qu'il faut retenir pour prétendre à la déduction des charges du point de vue fiscal? Donc il faudrait que la charge d'abord soit justifiée, c'est-à-dire on présente une facture justificative, n'est-ce pas mes amis? Et puis la charge en question, elle doit être comptabilisée pour qu'on l'admette en quelque sorte en déduction. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, il faudrait que cette charge se traduise par une diminution de l'actif net, n'est-ce pas? Donc, il faudrait, mes amis, distinguer entre le 6 pour charge et par exemple et 2 pour investissement, pour immobilisation. Vous achetez une machine, ça ne se traduira pas immédiatement par la diminution de l'actif net, n'est-ce pas? Ça va se traduire par la diminution de l'actif net au fur et à mesure des amortissements du bien, mais pas immédiatement. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que vous ne faites que changer de place en quelque sorte à deux éléments du bilan et à l'actif plus précisément. Vos disponibilités diminuent, vos immobilisations augmentent. Donc il n'y a pas ici, si vous voulez, diminution de l'actif net. Par contre, s'il y a une consommation, là, ça diminue l'actif net. En quelque sorte, il y aura en quelque sorte une diminution des avantages économiques. Il y aura une sortie de trésorerie, n'est-ce pas? Donc il y aura un appauvrissement, il y aura une consommation de richesse au niveau de l'entité. Parfait, mes amis. Donc ici, il n'y a pas lieu de comptabiliser l'impôt différé, tout simplement, excusez-moi mes amis, j'ai oublié une dernière condition, n'est-ce pas? La dernière condition, c'est que l'opération, c'est que la charge doit concerner l'exercice en cours, n'est-ce pas? C'est la quatrième condition et non des moindres, d'accord? Donc retenons, si vous voulez, mes amis, on va répéter les 4 conditions pour qu'une charge soit admise en déduction. Nous avons dit il faut que la charge soit justifiée, il faut qu'elle soit comptabilisée, il faut qu'elle se traduise par une diminution de l'actif net et enfin, quatrièmement, elle doit concerner l'exercice. Ce qui veut dire qu'une charge d'un exercice antérieur n'est pas admise en déduction cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la doctrine fiscale, nous avons dit. Je vous invite par exemple à consulter le guide du contribuable, n'est-ce pas, qui est bien explicite par rapport à la question. Parfait. Avec la facture d'achat, mes amis, nous avons terminé parce que n'ayant pas déduit une charge au cours de l'année d'avant, je n'ai plus également le droit de la déduire cette année, d'accord? Donc la question en quelque sorte ici est close. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de différé, forcément donc il n'y a pas d'impôt différé. Revenons maintenant mes amis à la facture de vente, n'est-ce pas? Et bien entendu, nous avons dit que nous avons délivré une facture à un client d'un montant de 450 000 hors taxe, 76 500 TVA, et nous avons précisé ici que la marchandise a été livrée, mais que la facture de vente n'a pas été comptabilisée. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, mes amis? Donc, tout simplement, on va d'abord identifier en quelque sorte les comptes en question. Quel compte va intervenir en premier lieu? J'ai bien entendu délivré une facture que j'ai envie de comptabiliser, donc je dois replacer les choses à leur place, en quelque sorte, je dois ouvrir le compte client, n'est-ce pas? À partir du moment où j'ai une créance envers mon client qui ne m'a pas encore réglé, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, je vais constater, en quelque sorte, cette créance envers ce client. Maintenant, mes amis, voyons les comptes de contrepartie. D'abord, nous avons le 11, c'est-à-dire, au lieu
du fameux 7, le fameux 7,70 vente de marchandises. Nous avons dit, mes amis, c'est un défunt, n'est-ce pas? Il est décédé, il est enterré dans le compte de résultat de l'exercice 2016, donc il n'a plus droit de citer en 2017. L'an 2017 ne doit recevoir que les comptes 70 relatifs à l'exercice 2017. Nous avons dit il faut éviter de tricher, il faut éviter de polluer, il faut éviter de mentir entre guillemets sur les performances de l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parfait. Simplement, je vous donnerai par exemple un simple exemple. Vous avez oublié de déclarer une facture de vente de 1 million au cours de l'année passée. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez par exemple réalisé des ventes pour 2 millions au cours de cette année. Et si vous intégrez le 1 million de l'année d'avant, donc vous allez dire que j'ai réalisé 3 millions de ventes en cours de l'année présente, c'est-à-dire en cours. Est-ce que vous avez réalisé 3 millions de chiffres d'affaires? Est-ce que cette performance est réaliste? Non. C'est pour ça que l'on va directement dans le 11, mes amis. Voilà la philosophie de la chose. Parfait. Maintenant, une petite attention, mes amis. Si je vais poser tout simplement cette question. Si j'avais comptabilisé, mes amis, le produit l'année d'avant, qu'est-ce qui se serait passé? Si j'avais comptabilisé le produit, en quelque sorte, le résultat serait plus important. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Et si le résultat avait été plus important, j'aurais payé un impôt IBS plus important en conséquence. Il ressort que l'impôt IBS que j'ai payé au titre de l'année d'avant est minoré, tout simplement parce qu'il n'a pas intégré en produit le montant de la facture de vente. C'est pour ça que l'on va comptabiliser, si vous voulez, mes amis, un impôt différé passif que je vais comptabiliser au compte 134. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le complément, si vous voulez, au 11 du montant, en quelque sorte, hors taxe de la facture. Les deux montants vont faire 450 000. Et c'est là qu'intervient, mes amis, le fameux taux de l'IBS, n'est-ce pas? Le fameux taux de l'IBS, c'est 26% du hors taxe ici. Et là, donc le fameux, à 100% de 26%, ça va être 74% du hors taxe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et bien entendu, le montant de la TVA que je vais en quelque sorte constater comme étant collecté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À la vente, n'est-ce pas? Bien entendu, je facture une TVA à mon client, bien entendu que je dois décaisser au trésor public après avoir déduit naturellement la TVA que j'ai moi-même avancée à mes fournisseurs. C'est le fameux mécanisme de la TVA. Rappelez-vous, en quelque sorte, c'est Maurice Lauré qui, en 1954, a inventé ce fameux mécanisme qui est, bien entendu, a connu un succès très large à travers le monde, pratiquement plus d'une centaine de pays qui connaissent en quelque sorte ce mécanisme, ce fameux, en quelque sorte, montage de taxes sur la consommation qu'on appelle communément la TVA. Parfait. Et bien entendu, ici, nous avons dit que nous allons comptabiliser le 445,7 pour la TVA collectée. N'est-ce pas, mes amis? Donc, tout simplement, le 411, il naît une créance envers le trésor. N'est-ce pas, mes amis? Donc, il suffit de faire le total hors taxe et TVA. Ça va nous donner, mes amis, 526 000. Parfait. Et, bien entendu, nous avons dit 74%, c'est-à-dire 100% moins, n'est-ce pas, moins les 26% qui sont relatifs à l'IBS, n'est-ce pas? Parce que mon compte 11, il n'aurait pas augmenté de 100%, mais seulement de 100% moins le taux de l'IBS, parce que j'aurais payé un IBS supplémentaire. Donc, en quelque sorte, mon compte 11 n'aurait augmenté que du différentiel, 100%. Moins le taux de l'IBS, 26%, ce qui nous donne 74%. Et 74%, mes amis, de 450 000, ça va nous donner 333 000 que nous allons mettre ici au crédit.
bien entendu, le complément à 450 000 de 333 000, c'est-à-dire combien devons-nous rajouter à 333 000 pour faire 450 000, le montant est de 117 000. Mais bien entendu, le montant de la TVA collectée ne pose pas de problème, puisqu'il est donné ici, c'est 76 000. 500. Voilà. Donc, mes amis, le total, en quelque sorte, des sommes, en quelque sorte, créditées, doit être égal, en quelque sorte, au montant que nous avons ici, au débit. Et si nous trouvons que l'égalité est assurée, c'est que nous n'avons pas oublié, nous n'avons rien oublié, que notre égalité est établie, que tout est juste en principe. Ceci pour l'aspect comptable. Et pour l'aspect fiscal, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes amis? Et bien entendu, lorsque nous allons établir la liasse fiscale à la clôture de l'exercice, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons considérer, si vous voulez, le produit de la vente de l'année d'avant, c'est-à-dire pour 450 000 dinars que nous n'avons pas constaté, eh bien nous allons les intégrer parmi les produits imposables de l'année en cours, tout simplement pour qu'ils subissent l'impôt IBS. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est tout à fait normal. L'année d'avant, ils n'ont pas subi l'impôt IBS, eh bien on va se rattraper au cours de l'année 2017 pour qu'ils subissent, bien entendu, cet impôt. Et quelle est la conséquence, mes amis? Est-ce que cet impôt différé, passif, va rester éternellement? Et bien entendu, non. Nous allons bien entendu, le solder immédiatement. Donc, 134, il était débiteur pour 117 000. Nous allons le débiter pour le même montant. Et le compte de contrepartie, ça sera, mes amis, le 693, imposition différée passif. Donc, nous avons débité le 134 par le crédit du 693 pour le même montant. Bien entendu, ainsi, nous aurons clôturé aussi bien les écritures comptables que, si vous voulez, le traitement fiscal en question. Et arrivé jusque-là, j'espère, mes amis, que le message est passé, que dorénavant, vous avez mieux, en quelque sorte, cerné ces questions liées, si vous voulez, au traitement comptable et fiscal des charges et des produits des exercices antérieurs. Et j'espère que nous allons nous revoir encore à l'avenir sur des thèmes aussi divers et variés. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.